14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures sur Sud Radio. Alors il y a une grande différence entre aider son partenaire à évoluer ou à le soutenir dans un moment délicat et vouloir par-dessus tout le sauver. D'ailleurs, est-ce qu'on peut sauver quelqu'un qui n'en a pas envie ou qui ne nous a rien demandé ? Pourtant, je reconnais moi-même avoir voulu sauver. C'est a priori un acte charitable et ça nous semble évident quand on tombe amoureux de quelqu'un. Hélène Vecchiali est avec nous aujourd'hui et elle est l'autrice d'un livre absolument remarquable, justement sur les sauveurs. Et d'ailleurs, je vous le conseille de lire ce livre si vous êtes encore dans cette tendance à vouloir sauver le monde. En tout cas, elle va nous expliquer d'abord pourquoi on veut sauver son partenaire et puis ensuite, elle pourra nous expliquer la différence entre aider son prochain et puis vouloir sauver l'humanité. C'est peut-être pas tout à fait la même chose. En tout cas, je suis sûre que vous êtes nombreux à vouloir témoigner. Donc, appelez-nous vite au 0826 300 300. Bonjour Hélène Vecchiali. Bonjour Brigitte. Merci d'être avec nous. Vous êtes psychanalyste, vous êtes autrice de nombreux livres et on va revenir sur celui-ci, La tragédie des sauveurs, qui marche bien d'ailleurs, hein, c'est aux éditions Marabout, dans lequel vous nous expliquez pourquoi on a envie de sauver et puis quelle est la différence entre aider l'autre et puis vouloir le sauver et sauver l'humanité. Alors, pourquoi on devient sauveur ? Eh bien, sans doute parce que tout petit, on est tombé dans la marmite du sauvetage, parce qu'on a eu des parents soit absents psychologiquement, soit dépressifs, soit handicapés, soit avec tout un tas de problèmes différents. Et le petit enfant, le petit garçon ou la petite fille a tout de suite perçu qu'il fallait aider ses parents, voire les sauver. Et à ce moment-là, le petit garçon ou la petite fille s'est mis en tête d'endosser ce rôle en se disant « je vais devenir le parent de mes parents en essayant de les sauver ». Et puis peut-être que comme ça, ils vont s'intéresser à moi et ils vont peut-être me donner un petit peu d'amour. Voilà, donc voilà commence la vie d'un futur grand sauveur qui va ainsi, à l'âge adulte, être convaincu qu'il ne peut être intéressant, voire aimé, qu'en sauvant l'autre. D'accord, donc on ferait ça pour se sentir aimé ? Oui, et malheureusement, c'est une des tragédies. Donc la première des tragédies, c'est parce que il sait sauver, c'est-à-dire il a la capacité à savoir sauver, puisqu'il a commencé très petit. Et la deuxième des tragédies, c'est qu'il est en quête d'amour grâce à ça, mais il ne récolte jamais d'amour. Quand on sauve quelqu'un, j'entends quand on est sauveur compulsif, qu'on sauve parce que c'est une nécessité vitale pour soi, on obtient de la reconnaissance, éventuellement de la gratitude, ou bien de l'admiration, mais jamais d'amour. Et quelle est la différence entre justement sauver et aider ? Eh bien, aider, alors sauver, si vous avez quelqu'un qui tombe à l'eau devant vous et qui ne sait pas nager, je vous invite vivement à le sauver. Mais en dehors de circonstances aussi tragiques, sauver, c'est apporter son aide à quelqu'un, mais c'est sain quand cette personne-là vous le demande. Donc aider, c'est quelqu'un qui vous demande de l'aide et vous répondez. Sauver de façon compulsive, c'est imposer son aide à quelqu'un. Alors justement, à partir de quand on peut considérer qu'on veut sauver l'autre malgré lui ? Je veux dire, c'est par exemple si on tombe amoureux de quelqu'un qui est dans la drogue, vouloir absolument le faire arrêter la drogue alors qu'il n'a rien demandé, c'est finalement une erreur ? Oui, complètement, parce que vous le disiez très bien en introduction, on ne sauve pas quelqu'un contre son gré. Or, il y a des personnes qui n'ont pas du tout envie d'être sauvées. Il y a des personnes... Par exemple, les personnes qu'on pourrait appeler hyponarcissiques, c'est-à-dire des personnes qui ont comme identité « je suis une victime et tous les malheurs du monde s'abattent sur moi et c'est ma façon d'exister et je ne veux pas en changer parce que je suis reconnue comme ça ». Donc ces personnes-là qui font vœu, j'allais dire, d'être des victimes,
bien évidemment, elles veulent pas qu'on les sauve. Elles vont me dire, mais laisse-moi avec mon identité et ma personnalité, me fais pas changer. Moi, c'est comme ça que je pense être reconnue et exister en ce monde. Donc, elles n'ont pas du tout envie d'être sauvées. Et quand on a envie de sauver le monde, est-ce que c'est finalement aussi une sorte de tragédie ou est-ce que c'est... Non, je pense que sauver le monde, il y a tout un tas de gens qui le font, Médecins sans frontières, par exemple, et je pense que ça c'est positif parce que finalement ils sauvent tout le monde, donc ils n'ont pas à vivre la tragédie des sauveurs individuels. Après, on a besoin de gens comme ça. On a besoin de gens qui veulent sauver le monde. Mais est-ce que ils ont envie de changer? Sûrement pas, parce que c'est leur identité. Mais très certainement, il y a une raison à ça. Dans mon livre, j'interviewe des infirmières, j'interviewe des pompiers, j'interviewe des avocats, enfin, tout un tas de gens qui ont des métiers où ils vont sauver les autres. Et 100% des personnes que j'ai interviewées, je crois qu'il y en a 6 ou 7, 100% de ces personnes, je les ai interrogées et petit à petit, eh bien, elles ont fini par être très étonnées parce que elles avaient commencé très petites. Et j'ai le souvenir en particulier d'un chirurgien, le dernier que j'ai interviewé, le chirurgien à qui je disais, mais d'où vous est venue votre vocation? Oh, j'ai toujours voulu être chirurgien, c'est comme ça. Mais comment ça s'est passé quand vous étiez petit? Et là, il me raconte sa vie et tout va bien, il s'est rien passé, des parents aimants, fils unique. Et moi, je me dis, c'est l'exception qui confirme la règle. Et tout d'un coup, pourquoi, je ne sais pas, une intuition, je lui pose une question et je lui dis, mais vous dites que vous êtes fils unique, donc vous n'avez pas eu de frères et de sœurs me dit, si, j'ai eu un frère qui est né avant moi, mais qui est décédé. Je lui dis, ah bon, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'était, donc cet homme a 65 ans, donc c'était il y a longtemps, en plus il était dans un pays étranger. Il me dit, ma mère était enceinte et au moment de l'accouchement, ça s'est très très mal passé. Et là, malheureusement, le bébé est né, il était mal formé et il a fini par mourir. Et je lui dis, mais qu'est-ce qui aurait pu sauver votre mère? Et il me dit, un chirurgien. N'est-ce pas? Voilà. Comme quoi. Et alors, qui pourrait sauver la France? Hélène Vecchiali? Alors, écoutez, peut-être toutes les deux, si on s'y met. Moi, je propose, c'est de bon ton aujourd'hui de se proposer pour être Premier ministre. Proposons-nous pour être présidente de la République à 2 têtes. Je pense que ça va être extraordinaire. Bon, écoutez, on va voir si les auditeurs sont prêts à voter pour nous. En tout cas, n'hésitez pas, si vous aussi vous avez le syndrome du sauveur, appelez-nous au 0826 300 300. Et puis pourquoi pas, si vous êtes une victime et que vous ne voulez absolument pas être sauvé, vous pouvez également nous rejoindre sur Radio. C'est Jean-Jacques Bourdin. Je vous souhaite de joyeuses fêtes avec Sud Radio. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Eh bien, en cette période de fête, on va mieux comprendre comment on peut aider les autres sans pour autant être dans le pouvoir de croire qu'on peut sauver encore et sauver. Hélène Vecchiali est avec nous et c'est dans ce livre, La tragédie des sauveurs, qu'on comprend tout ça et c'est aux éditions Marabout. Séverine, bonjour. Bonjour Brigitte et bonjour à votre invitée Hélène Vecchiali. Bonjour Séverine. Bonjour. Alors pour ma part, c'est un sujet qui me touche et qui me concerne, je pense en tout cas particulièrement, parce que j'ai mis un mot dessus il y a vraiment pas très longtemps, notamment le mot du sauveur. Il n'y a pas très longtemps, mais en réfléchissant bien toute ma vie, je pense que j'ai voulu essayer de sauver beaucoup de monde, je pense. Quand je dis beaucoup de monde, c'est pas l'unanimité, c'est sauver vraiment mes proches en fait. Donc aujourd'hui, je suis en couple depuis 11 ans et je me suis rendu compte que j'ai tenté d'essayer encore de sauver mon mari, qui m'a rien demandé. Effectivement, donc par rapport à l'intro que vous disiez tout à l'heure, c'est exactement ça. Et le fait qu'il m'ait rien demandé, c'est compliqué de ce fait pour moi, puisque ce que vous dites tout à l'heure, ça me parle vraiment, dans la mesure où quand on veut sauver les personnes, c'est qu'on est en quête de reconnaissance ou d'amour peut-être, ou les deux d'ailleurs même.
Et comme il a rien demandé, j'ai pas ce que j'attends, ce que j'espère, on va dire, de mon côté. Mais vous voulez le sauver de quoi? Sauver de... Enfin, il vit de façon... Il est très, 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 très introverti. C'est pour lui très compliqué, la vie sociale, la vie avec du monde autour de lui, on va dire. Donc, et c'est là où j'aurais aimé peut-être l'aider à s'ouvrir, oui, et le changer. Oui, c'est ça, voilà, tout à fait. Est-ce qu'il en souffre? Est-ce qu'il souffre de cette introversion? Non. Oui, donc non, vous voulez le sauver d'un problème qu'il n'a pas, quoi. C'est ça, voilà, oui, tout à fait. Vous faites une bonne analyse, hein, bravo, hein, parce que c'est pas évident d'être aussi lucide, hein, sur ce que vous faites. Ouais, et donc la question que je me pose aujourd'hui, c'est alors le pourquoi je veux sauver. Alors j'ai voulu, quand vous tout à l'heure sur l'intro, c'est exactement, je me reconnaissais bien. Je pense que déjà toute petite, j'ai voulu sauver mes parents. J'ai peut-être pris le rôle de petite fille où j'étais là pour les sauver, alors évidemment inconsciemment, mais je sentais probablement qu'il y avait des choses qui n'allaient pas en eux, et j'ai probablement voulu essayer de les sauver à ce niveau-là. Après j'ai vécu malheureusement un drame pour moi où j'ai perdu mon petit frère qui est tombé malade, et aujourd'hui souvent je dis j'ai pas su le sauver. J'ai pas réussi à le sauver. Vous voyez, donc et je me rends compte que dans mon quotidien, voilà, j'ai envie de sauver les proches, alors qu'effectivement ils m'ont rien demandé. Donc il faut que je comprenne, que j'arrive à laisser tomber aujourd'hui le fait de vouloir sauver les autres. Vous êtes extraordinaire, Séverine, parce que vous nous le portez sur un plateau, hein. Oui, enfin, je le redis, bravo pour votre lucidité et votre capacité de remise en cause. Et c'est vrai qu'il y a une différence entre imposer et proposer. Imposer de sauver l'autre, ou bien proposer son aide. Et là, c'est l'autre qui décide s'il prend ou il prend pas. Et c'est vrai que c'est toute la différence entre aider et sauver. Oui, tout à fait. Oui, effectivement. Enfin, pour ma part, alors ça se fait... j'ai envie de dire de façon non consciente, hein, au départ. Oui. C'est pas, je rencontre pas une personne ou même mon entourage, ma famille proche, puis me dire allez, ma mission aujourd'hui, c'est que je vais le sauver de cet état, ou je vais le sauver de ce mal-être qu'il pourrait avoir. Ça se fait probablement. Oui, vous repérez instinctivement, parce que vous êtes habituée depuis que vous êtes toute petite. Vous repérez instinctivement qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'il y a un mal-être, un malaise, et hop, vous arrivez et tel Zorro, vous essayez de les sauver. C'est ça, oui. Vous aviez quel âge quand votre petit frère Alors il est d'abord tombé fort malade, gravement malade. Il avait lui 1 an, moi j'en avais 7. Donc j'étais très très jeune. Très consciente quand même. Oui, complètement. Oui, tout à fait. Complètement, oui. Je me souviens de beaucoup de choses et effectivement tout à fait consciente. Et après, il est décédé, j'en avais 33. Donc j'ai vécu, il a vécu 27 ans, mon petit frère, après. Oui. Donc j'ai quand même des souvenirs. Mais voilà, l'idée c'est que j'ai pas su le sauver à l'âge de 27 ans. Donc et pourquoi vous pensez que vous êtes responsable? Alors parce que j'aurais aimé pouvoir. En fait, il avait nécessité d'avoir une greffe, en fait, et puis la maladie était beaucoup trop importante pour que la greffe puisse se faire, en fait. Donc voilà. Mais je m'impose, on va dire cette. Non, mais vous voyez bien que vous êtes responsable de rien. Oui, alors j'en ai conscience, c'est ça j'ai conscience que je n'y suis pour rien. Enfin, on avait fait les démarches nécessaires peut-être pour le faire. Enfin, à l'époque, j'avais été voir les chirurgiens avec lui, on avait fait ce qu'il fallait. Bon, les chirurgiens avaient refusé. Mais malgré tout, ça reste quand même dans un coin de ma tête. Mais je crois que je crois que ce serait bien que vous avanciez là-dessus, parce que finalement, le jour où vous accepterez que vous ne pouviez rien faire et que c'est la vie, hein, la vie avec ses épreuves, je crois que ça va libérer quelque chose chez vous. Oui, c'est sûr que peut-être le fait que déjà toute petite, hein, vous ayez eu cette propension à sauver vos parents, et ce qui a fait de vous une sauveuse à l'âge adulte, peut-être que votre culpabilité de ne pas avoir sauvé votre frère augmente
ce rôle de sauveuse. C'est-à-dire qu'il était déjà là toute petite, et le fait de penser que vous êtes coupable de ne pas avoir sauvé votre frère rajoute une dose, et de sauveuse, vous êtes passée à super sauveuse. Donc c'est vrai que ça doit être compliqué ensuite de changer de personnalité. Oui, alors j'ai pris conscience il y a 2-3 ans seulement, mais bon, mieux tard que jamais, on va dire, bien sûr. que je ne pourrai jamais sauver mes parents parce qu'ils ne le veulent pas. Voilà, ça j'ai bien compris maintenant. Et même s'ils le voulaient, hein, quand on est enfant, malheureusement, on n'a pas les capacités pour. Hein. Oui, je pense qu'effectivement, et je me suis acharnée en étant enfant de pouvoir, d'essayer inconsciemment de vouloir les sauver probablement. Et donc, voilà, aujourd'hui, je suis dans cette ambivalence où je comprends les choses, mais il y a quelque chose qui me bloque encore malgré tout pour passer, j'ai envie de dire, à autre chose, parce que quelque part, ça me rend parfois malheureuse, j'ai envie de dire, dans la mesure où je n'arrive pas à récupérer la reconnaissance et l'amour que j'attends. Et si je vous pose cette fameuse question, quelle est la personne la plus importante pour vous ? C'est mon fils. Bon, il va falloir que ce soit vous, et à ce moment-là, je crois que vous serez sauvés. Oui, et je pense que la remarque de Brigitte tout à l'heure était vraiment pertinente, comme d'habitude. Votre culpabilité envers votre frère, qui est toujours présente, peut-être est un frein à sortir de ce sauvetage. Parce que tant que vous vous sentirez coupable de ne pas avoir sauvé alors que vous ne pouviez rien y faire, bien vous tournez en rond dans une espèce de cercle vicieux de culpabilité je vais encore être plus sauveuse. Puis j'ai pas réussi là, donc je vais réussir ailleurs. Et même si vous réussissez ailleurs, comme pour vous le médicament, ça serait de sauver votre frère, vous voyez que c'est impossible, c'est une tâche impossible. Oui, tout à fait, oui, effectivement. Et oui, ça me parle vraiment beaucoup. Il y a pareil, plusieurs mois, même un an ou deux encore, je me faisais la réflexion, et je suis accompagnée par une thérapeute déjà sur d'autres, sur ces points-là notamment, mais pas spécialement sur le syndrome. C'est elle qui m'a mis la puce à l'oreille en me disant mais qu'est-ce que vous cherchez ? J'ai dit sauver. Et là, j'ai dit mais d'où ce mot est apparu à ce moment-là, il y a à peu près un an, mais je sens qu'effectivement, j'avais déjà évoqué le fait que j'avais pas travaillé totalement sur le deuil de mon frère, donc qui est encore très présent, alors que j'ai envie de dire, même si ça paraît loin, mais pour moi c'est encore fort présent dans la mesure où il est décédé il y a 17 ans déjà. Donc, Bien sûr, mais je crois qu'il faut apprendre à ce que vous soyez la personne la plus importante pour vous, vous aimez plus. Et vous serez déjà moins en recherche d'amour auprès de votre compagnon. Et puis je pense que tout ça va s'apaiser. Oui. Bon, c'est votre cadeau pour Noël, Séverine. Mais vous avez bien commencé déjà. Vous êtes sur la bonne voie. Oui. Bon, parce que il faut que je poursuive effectivement, mais j'ai l'impression que c'est long. En fait, voilà, c'est ça. Donc. C'est la vie. C'est le travail de toute une vie, effectivement. Ce qui est important, comme je dis souvent, c'est d'avoir commencé à marcher sur le chemin. Oui, merci bien alors. Non, merci à vous, Séverine, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et puis, jusqu'au 27, on continue à jouer avec notre grand sapin de Noël sur Sud Radio. Vous allez peut-être gagner un coffret de la marque Maricor, qui contient donc des produits de beauté d'une valeur de 120 €. Pourquoi pas un baptême de saut en parachute, ça ce serait sympa ça, avec le centre de parachutisme Chute Extrême. En tout cas, vous appelez le 0826 300 300 et c'est le 16e appel qui sera le gagnant. Bonne chance à tous, et nous on se retrouve pour le Love Conseil dans un instant. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Eh bien, Hélène Vecchiali, je propose quelques objectifs santé pour le couple. Parce que c'est quand même intéressant de temps en temps de s'occuper de son couple. Il a besoin de ça. Donc, par exemple, vous pourriez proposer un rendez-vous sexuel avec un vrai rituel dans la semaine qui vient. Vous pourriez prendre des places pour une soirée entre vous, peut-être pas le 24, évidemment. Vous pourriez vous retrouver en dehors de chez vous, juste pour prendre un verre dans un café, ce que ne font absolument plus les couples, prendre un verre dans un café, se donner un rendez-vous.
Pourquoi pas prendre une douche ensemble ou regarder ensemble les photos de mariage ou des photos de vacances, regarder un peu des photos qui vous rappelleraient des bons souvenirs. Et puis peut-être oser vous projeter dans un avenir un peu plus lointain, par exemple dans 5 ans. Et dites-vous comment vous imagineriez que vous seriez, comment serait votre couple, est-ce que vous seriez toujours dans ce même endroit, etc. Et puis, peut-être aussi accepter chacun de présenter des excuses pour la dernière fois où vous n'avez peut-être pas été au top, où vous avez peut-être fait un peu souffrir votre partenaire, bref. Et puis, dernière idée, créer une cagnotte commune où vous laissez de temps en temps des petites pièces. Hein. Et puis un jour, eh bien, vous pourrez vous acheter quelque chose d'agréable pour tous les deux. Ouais, je trouve que c'est une excellente idée. Prendre rendez-vous avec son couple, c'est certainement une des plus belles choses qu'on peut faire comme cadeau de Noël. Voilà, donc c'était des petites idées comme ça que vous pourriez, pourquoi pas, mais d'ailleurs le mettre dans une enveloppe sous le sapin demain soir. Hein. Parfait. Baptiste, bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour Hélène. Bonjour Baptiste. Alors, vous essayez de sauver votre couple ? Oui. Mais je me sens un peu seul dans la démarche. Ah bah, c'est ça le rôle du sauveur, il est seul. Hein. Oui. Eh oui. Sinon, c'est plus un sauveur. Il est seul et mal positionné. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que c'est pas le bon rôle. Enfin, j'ai pas le bon rôle pour pouvoir sauver ma compagne. Alors, racontez-nous, vous êtes ensemble depuis combien de temps ? On a fêté nos 15 ans de mariage, là, il y a pas longtemps. Bon, déjà, le couple tient quand même. Oui, mais comme vous dites souvent, la durée moyenne, elle est de 15 ans, donc... donc là, il y a une grosse crise à surmonter et donc c'est où ça passe, où ça casse et là c'est beaucoup de doutes, beaucoup de. Mais est-ce que vous avez l'impression que depuis le début vous étiez en train de la sauver ou est-ce que c'est en ce moment parce qu'il y a une crise ? Non. En fait, je pense que on a évolué chacun à notre manière. Dans le travail personnel, je parle. Hein. Oui. Et moi, j'ai fait une thérapie en psychologie transpersonnelle. Donc, c'était une thérapie très axée sur l'introspection. Donc, j'ai beaucoup travaillé, notamment travail intérieur. Et donc, ça m'a permis de les résoudre et de régler certaines problématiques. Mon histoire. Et là, en fait, je m'aperçois que là, les différents problèmes que je peux vivre actuellement avec ma femme, ça concerne sa propre histoire à elle. Et moi, en fait, je suis que le témoin. Le témoin et en même temps le prétexte. Oui, ou le bouc émissaire, peut-être. Ouais, en quelque sorte, oui. C'est un vrai sujet, hein, ce que vous soulevez là. C'est un vrai sujet quand les gens se rencontrent et que, au bout d'un certain temps, l'un des deux fait une thérapie, parce que à ce moment-là, vous n'êtes plus la personne qu'elle a rencontrée. Vous êtes vous-même. Hein, vous êtes au plus près de vous-même. Or, votre femme, c'est pas cette personne-là qu'elle a épousée, c'est l'autre qui avait des problèmes. Et par conséquent, aujourd'hui, il y a un décalage entre elle qui n'a pas fait ce travail-là, vous qui l'avez fait, et c'est compliqué parce que même en étant silencieux, vous lui renvoyez que inconsciemment, elle n'a pas fait ce boulot, qu'elle n'a pas, elle, avancé sur ses problèmes. Donc c'est un vrai sujet dans un couple, ce que vous décrivez. Ça vous parle, ce que je dis là ? Oui, ça me parle beaucoup, mais que faire dans ce genre de contexte ? Moi, je ne sais plus quoi faire, en fait. Peut-être que... Est-ce qu'elle est consciente de ça, elle, déjà ? Est-ce que vous arrivez à discuter, non pas des problèmes que vous avez, mais du fait que vous avez fait un travail, non pas que vous êtes mieux qu'elle, hein, mais que vous avez choisi un chemin de plus d'authenticité et de vérité, et qu'elle l'a pas fait. Est-ce que vous pouvez parler de ça avec elle, de ce décalage entre l'évolution que vous avez eue et l'évolution qu'elle a, toujours dans le même chemin, et vous dans un autre chemin. Oui. Vous en avez... Oui. Elle est consciente de ça ?
Elle est consciente, mais disons qu'on n'est pas allé plus loin dans le sens où je vois des choses qu'elle n'a pas envie de voir, et donc à un moment donné, ça crée des tensions. Donc, vous lui signifiez que vous avez vu ces choses-là? Oui. Et oui, c'est ça le problème, parce que vous n'êtes pas son thérapeute, quoi. Non. Et là, elle peut se sentir ou humiliée ou agressée, donc c'est compliqué. Et un thérapeute de couple, vous avez essayé? Oui. Et alors? Ça a été des séances collectives, hein, donc on a eu juste une séance individuelle, chacun de son côté. Ça a duré à peu près 6 mois, mais ça a rien donné. Non, on n'a pas vraiment avancé. L'idéal, c'était qu'elle continue en fait avec elle. Mais elle a envie ou pas? Parce que on a l'impression qu'elle voit pas l'intérêt. Il n'y a pas vraiment de problème en fait, Brigitte. Non, donc, vous êtes sa poubelle. Une partie, oui, une partie de sa poubelle. Oui. Ouais. Oui, et donc c'est peut-être à vous aussi de cesser aussi d'être sa béquille, pour utiliser un terme plus positif. Parce que elle va pas très bien, j'entends, hein, et vous essayez de l'aider à tenir. Sauf que comme vous l'aidez à tenir, elle n'a pas besoin d'aller se faire aider. Et puis surtout, quand on pointe à l'autre les problèmes qu'on perçoit, et le fait d'avoir fait ce travail intérieur vous amène à être juste et pertinent dans ce que vous lui renvoyez, eh bien ça crée de la résistance. Contrairement à ce que vous pouvez penser, puisque c'est pas elle qui a décidé de changer, c'est vous qui lui pointez ce qui va pas, eh bien ça crée de la résistance, ça renforce le symptôme. Donc malheureusement, ça part d'un bon sentiment pour vous, mais c'est totalement contre-productif. Mais c'est terrible, hein, Baptiste, parce que vous voyez bien ce qu'il faudrait qu'elle fasse pour aller mieux. Vous essayez de l'aider et malheureusement, vous faites pire en voulant l'aider. Vous voyez ce que vous dit Hélène? Oui, c'est un sentiment d'impuissance. Hein, oui, je vois très bien. Mais c'est très très pénible parce que vous voyez bien. Et pourtant, il faut que vous appreniez à vous taire. Et elle a laissé se prendre les pieds dans le tapis, si je puis dire. J'essaye de faire part de tolérance, hein, parce que c'est de la tolérance pour moi, parce que voilà, même si parfois c'est plus fort que moi, mais maintenant, disons qu'il y a une forme de, c'est pas de lassitude peut-être. Oui, et en même temps d'agacement aussi. Oui, agacement et parfois faiblesse, quoi, parce que moi je suis quelqu'un d'authentique. Non mais Baptiste, excusez-moi, mais quand vous l'avez rencontré, vous aviez des problèmes qui étaient peut-être pas tout à fait les mêmes que les siens, mais vous en aviez peut-être autant. C'est vous qui avez changé. Donc vous voyez ce que je veux dire. Vous pouvez pas lui reprocher d'être encore ce qu'elle est, puisque vous l'avez rencontrée, elle était comme ça. En fait, oui, c'est pas des reproches envers elle, c'est des reproches envers moi. Parce que en fait, vous le dites souvent dans vos émissions, on idéalise l'autre. Et après, avec les années, les masques tombent. Et là, en fait, depuis que les masques sont tombés, en tout cas, moi, j'ai enlevé le masque, hein, parce que maintenant, je suis authentique et ça va bien. Enfin, je vais bien. Je me suis libéré de mes complexes, de mes problèmes liés à mon histoire. Et en fait, la personne qu'elle voit maintenant, qu'elle a idéalisée, c'est plus la même. Et donc là, à un moment donné, tout est usurpé, en fait. Et peut-être la question basique que je pourrais vous poser, c'est est-ce que vous êtes toujours amoureux de votre femme? Moi, oui, mais elle, je doute parce que elle m'a quand même avoué qu'elle n'avait plus de sentiments pour moi. C'est là où a commencé la crise, en fait. Et ça fait 1 an et demi. D'accord. Qu'est-ce qu'elle propose comme solution, elle? Peut-être ça serait bien de lui poser la question, de lui dire... Je lui ai posé la question, elle n'a pas de réponse en fait, c'est vague, c'est pas clair, c'est pas clair. En fait, on contourne, j'ai l'impression qu'on contourne le problème et on va pas au point central en fait, et on fait que tourner autour, et donc là on fait pas comme si de rien n'était, parce qu'on a des relations, on a encore des relations intimes, on communique, mais on sent qu'il y a un truc qui s'est brisé. On sent que... Chez elle ou chez vous ou chez les deux? Chez elle. Non, chez elle. Chez elle. Mais elle va pas bien, Baptiste, c'est clair. Ah oui, non, mais c'est sûr. Ah non, mais j'en suis conscient.
Et elle va pas bien, et comme souvent quand les femmes ne vont pas bien, elles pensent que c'est parce qu'elles ne vous aiment plus, elles sont prêtes presque à tout casser parce qu'elles savent plus très bien comment. Bon, moi je crois qu'il faudrait l'encourager vraiment à aller parler à quelqu'un. Oui, c'est certain. C'est la seule solution. Ce qui est assez étonnant, c'est que dans cette thérapie de couple, à aucun moment le thérapeute n'est pu pointer avec délicatesse et bienveillance le fait qu'il y en a un qui a fait un travail, l'autre non, que ça crée un décalage. Et qu'est-ce que vous proposez par rapport à ça? C'est moi qui ai fait la démarche. Elle n'a pas été confrontée là-dessus? C'est moi qui ai fait la démarche pour aller voir une thérapeute de couple, donc déjà c'était mon choix, et donc je pense qu'après elle s'est ajustée, et après bon elle force pas les choses, donc on a fait quelque chose de collectif. Mais oui, moi mais la question que je voulais vous poser, pardon, excusez-moi, une thérapie de couple c'est par définition collectif, mais le thérapeute, sa position c'est quand même de pointer à un moment que le couple a basculé dans des difficultés plus grandes lorsqu'il y en a un qui a fait un travail et l'autre non. Non, donc c'est pas. Elle n'a pas vu. Voilà, bon. Mais ça c'est. C'est quoi? Quelle question vous voulez poser? Ma question, en fait, je voulais savoir quel type de thérapie pourrait être adapté pour ma femme, hein, parce que là on avait choisi une thérapeute psychothérapie Gestad. Et peut-être qu'il faudrait une autre thérapeute, une autre spécialité. Une bonne thérapeute. Oui, mais là vous entendez bien que c'est vous qui posez la question pour votre femme, donc vous êtes toujours dans la logique du sauveur. Et les sauveurs sont des belles personnes, hein, qu'on s'y méprenne pas. Tout mon livre est pour vanter la beauté des sauveurs, sauf que c'est une tragédie pour eux. Mais là, vous entendez, vous posez la question, vous, et c'est vous qui êtes au téléphone, donc c'est normal, mais vous êtes à nouveau dans la logique du sauveur. Et elle, quelle thérapie elle souhaiterait? Et puis Baptiste, essayez quand même de vérifier qu'il n'y a pas un peu de déprime ou quelque chose comme ça, parce qu'à ce moment-là, ce serait déjà peut-être un petit traitement qui pourrait la faire aller mieux. Je pense que c'est lié aussi à sa crise de la quarantaine. Je pense qu'il y a aussi une question existentielle. Elle a fêté ses 40 ans il y a 1 an et demi maintenant. Donc je pense qu'il y a de ça aussi. Hein. Elle fait peut-être un bilan, et peut-être qu'elle n'a pas pris le chemin qui lui convenait vraiment. Et ça peut aussi se... Alors parfois ça peut marcher sur des personnes qui ne sont pas très ouvertes à aller faire un travail en thérapie. C'est lui proposer par exemple un rendez-vous que vous pourriez lui offrir par exemple pour Noël, un rendez-vous avec une astrologue ou quelque chose comme ça. D'accord. Qui serait tout à fait autre chose, et peut-être ça pourrait avoir un déclic. D'accord. En tout cas, ça peut pas lui faire de mal. Ok. Puisqu'elle a l'air d'être assez hermétique à la thérapie. Et moi, je vous propose un petit jeu aussi, qui serait de lui dire, voilà, tu as une lampe d'Aladin, tu la frottes, il y a un génie qui sort de la boîte. Quels seraient tes 3 vœux pour être la femme la plus heureuse du monde? Mais sachant que ce sont des vœux personnels, hein, si elle vous dit qu'il n'y ait plus la guerre Israël-Gaza ou qu'on trouve le vaccin du sida, là on n'a pas le droit, mais des souhaits tout à fait personnels. Et ça, faites-le, mais en tête à tête tous les deux. Il ne faut pas qu'il y ait de témoins, hein. Ça ne serait pas un jeu avec les copains le soir du réveillon. C'est en tête à tête, lui demander, voilà, ces 3 vœux pour être la femme la plus heureuse du monde. Et les réponses pourraient être intéressantes. En tout cas, c'est une piste aussi. Voilà, Baptiste. Merci. Je vous en prie. Merci à vous. Au revoir, et Baptiste. Puis nous avons notre gagnante, c'est Mireille. Bonjour Mireille. Bonjour Brigitte, bonjour madame. Bonjour. Hélène qui est avec nous, oui. Hélène, alors voilà. Mireille, on va savoir tout de suite ce que vous avez gagné. Vous avez gagné la carte cadeau d'un montant de 200 € chez Maison Scarlett, la marque française numéro 1 des boîtes de bijoux et boîtes à montres jolies, pratiques, accessibles. Bref, c'est plein de montres, hein, des grandes, des petites, en moumoute, en velours, enfin bref. Je suis sûre que vous aurez celle qui vous plaît. Et puis bien sûr, on peut les retrouver, ces montres, sur maison-scarlett.fr. Ben, bravo Mireille.
Écoutez, merci beaucoup. Moi, la joie, c'est plus de vous entendre et de vous parler en direct. Voilà, je suis très contente de recevoir un cadeau, bien sûr, mais je vous écoute régulièrement ces derniers temps et je ne vous connaissais pas. Et je trouve vos émissions de très très bonne qualité. Les invités sont extraordinaires. Je découvre plein de choses avec vous. Merci beaucoup. Oh, c'est gentil, c'est mon cadeau de Noël. Merci Mireille. Merci beaucoup. Bon, en tout cas, on continue bien sûr sur Sud Radio à vous offrir plein de cadeaux jusqu'au 27 décembre. Et puis, si vous voulez gagner, peut-être doubler vos chances et rester connecté sur Sud Radio en allant sur les réseaux sociaux ou sur sudradio.fr. On fait une petite pause et puis on se retrouve dans un instant. Vous voulez parler à Brigitte Lahaie, 0826 300 adulte. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. En compagnie de Hélène Vecchiali. D'ailleurs, je rappelle votre dernier livre, ce n'est pas la tragédie des sauveurs, il y en a eu un autre depuis. Bienvenue en thérapie aux éditions Larousse, où vous racontez différentes rencontres avec des patients qui vous ont particulièrement marqué, et c'est un très joli livre également. Bonjour Ibou. Et bonjour Brigitte, bonjour Hélène. Bonjour. Merci d'être avec nous, Ibou. Donc, vous avez eu envie de témoigner sur ce sujet, je crois. Hein ? Oui, c'est ça, tout à fait. Allez-y. Bon, je vous écoute beaucoup et c'est vrai que je me suis dit bon, allez, je vais appeler un peu avant de faire les courses pour Noël. C'est bien. Et c'est vrai que le syndrome du sauveur, bon, moi, c'est quelque chose que j'ai vécu à double sens. Donc, mon ex-femme, avec qui j'étais marié pendant 8 ans. Donc quand on s'est mis ensemble, c'est vrai que de mon côté c'était extrêmement compliqué. Et après c'est devenu compliqué pour elle suite à la naissance de notre fils, où j'ai appris après énormément d'événements qu'elle avait été diagnostiquée comme psychopathe. Et j'ai appris ça par sa mère en fait. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, même si on est séparés, enfin on n'est même pas séparés, on est divorcés, on a toujours un lien très très fort. Et puis elle se met extrêmement souvent dans des situations qui sont très complexes et où je me sens en fait obligé d'intervenir pour elle, malgré le fait que ça me touche, hein, que ce soit émotionnellement. C'est aussi la mère de votre fils, de toute façon. C'est ça. Et puis, c'est ça. Et puis, c'est compliqué. Mais vous savez, psychopathe, ça veut dire tout et rien. Hein. Qu'est-ce que c'est comme diagnostic ? Vous avez quelque chose de plus précis ? Alors, non. Alors, en fait, si vous voulez, c'est... Moi, j'avais appelé sa mère un soir, quand elle était venue à la maison, parce que même si on est divorcés, voilà, on a une relation quand même... extrêmement particulière. Et un soir, j'en pouvais plus. Elle ne voulait pas rester seule. Donc moi, j'ai appelé sa mère. Je lui ai dit non, mais moi, je peux plus. Je peux plus. C'est terminé. Et donc sa mère m'a dit bon, s'il te plaît, attends que j'arrive, faut que je te dise quelque chose. Donc elle s'était endormie entre temps. Et puis sa mère est arrivée à 5h du matin et elle m'a expliqué ça. Donc j'ai pas cherché tellement à rentrer dans les détails, puisque... Qu'est-ce qu'elle a comme comportement qui vous font penser à de la psychopathie? Alors, c'est pas des comportements qui me font penser à moi, parce que moi, si vous voulez, pour moi, la psychopathie, c'était Ted Bundy, Jeffrey Dahmer, quoi. Mais voilà, non, c'est une personne. En fait, moi, je n'ai rien vu jusqu'à la naissance de nos fils. D'accord, mais dites-nous en quoi son comportement n'est pas normal. Oui, voilà. Eh ben, c'est justement à la naissance de notre fils qu'elle a complètement changé du tout au tout. Mais en quoi? Mais à faire des trucs. Je veux dire, oui, j'ai donné un pseudo, mais elle faisait des trucs tellement graves. Enfin, vous pouvez nous donner des exemples? Si vous voulez, quand on a divorcé, je vais vous donner un exemple. Quand on a divorcé, je lui ai pris un appartement, etc.
Et puis voilà, finalement, elle me dit qu'elle voulait qu'on réessaye, qu'on se remette ensemble, etc. Donc, ok, je réessaye, non seulement pour nous, mais aussi pour le petit, qu'il ait ses 2 parents. Voilà, ça ne pouvait pas être une mauvaise chose à partir du moment où ça se passe bien. Et de là, un jour, ça faisait 1 mois et demi, 2 mois qu'elle était revenue. Elle me dit qu'elle va manger chez sa mère. Elle me dit bon, je pense pas que tu voudras venir par rapport à tout ce qu'il y a eu et tout. Je dis en effet, je veux pas venir. Donc elle est partie avec notre fils. Elle me dit oui, ça t'embête si je prends ta voiture pour faire la route, c'est plus confortable et tout. Je dis non, tu peux prendre ma voiture et tout. Voilà. Et moi, ma voiture, donc en fait, parce que j'ai un métier particulier, donc moi, sur tous mes véhicules, alors, j'ai des traceurs GPS. D'accord. Et alors, elle n'est pas partie chez sa mère ? J'ai vu elle est partie chez sa mère, mais j'ai appris par la suite qu'elle avait juste déposé notre fils et qu'elle était partie chez un autre homme. Mais le fait de... Alors, ok, tu vas voir un autre homme, c'est une chose. Mais prendre ma voiture pour le faire, alors que tu as une voiture qui roule très bien... oui, mais ça n'a rien de psychopathe, ça, pour l'instant, Hibou. C'est pas terrible parce que c'est un manque de respect pour vous, on est d'accord, mais c'est pas être psychopathe. C'est pour ça qu'on essaye de comprendre quels sont les faits qui sont anormaux, parce que la psychopathie, c'est de la folie. Donc, quels sont les faits qui font dire à sa mère et qui pourraient vous faire dire à vous qu'elle est folle, quoi, en gros. Même si c'est un terme heureusement, on n'utilise plus. Oui, non, alors si vous voulez, moi c'est ce que sa mère m'a dit. Moi, alors après, je me suis renseigné après. J'ai regardé un peu ce que c'était la psychopathie et tout. Mais voilà, moi après, c'est pas moi qui ai posé un diagnostic, si vous voulez. Mais il y avait des choses en fait dans toutes les choses que j'ai lues qui faisaient écho, donc dont le manque d'empathie, l'absence de remords, de culpabilité, voilà. Et elle est vraiment dans tout ça, quoi. En fait, mais Hibou, quels sont vos sentiments pour elle aujourd'hui ? Est-ce que vous êtes encore un peu amoureux ? Est-ce que vous avez encore des relations sexuelles ensemble ? Qu'est-ce qui se passe ? Ah oui, alors les deux, bien sûr que c'est une femme que j'aime toujours. On a toujours des relations intimes. À côté de ça, voilà, elle fait sa vie, elle a des copains. Moi, à côté de ça, je fais ma vie aussi. Mais c'est vrai qu'elle se met dans des situations délicates et où je suis souvent obligé d'intervenir. Parce qu'elle m'appelle, en fait. Parce qu'elle m'appelle à l'aide, en fait. Mais c'est parce que vous venez. Si vous veniez plus, elle vous appellerait plus à l'aide non plus. Eh ouais, mais je peux pas. Vous savez, comme vous l'avez dit, c'est la mère de ma fille, certes. De mon fils, pardon. Parce que j'ai une fille. C'est la mère de mon fils. Mais à côté de ça, on a partagé, voilà. Bien sûr, non, mais Hibou, je comprends très bien tout ça. J'essaye juste de vous pousser un peu dans vos retranchements pour que vous compreniez bien que la situation que vous vivez, quelque part, vous en êtes responsable. Et à partir de ce moment-là, il faut savoir si ça vous convient. Et à ce moment-là, vous continuez. Mais si vous nous avez appelé, c'est peut-être parce que ça ne vous convient pas. Et à ce moment-là, il faut peut-être que vous changiez un petit peu votre attitude. Vous voyez ce que je veux dire ? Je comprends tout à fait. Donc, alors, est-ce que ça me convient ? Non. Mais est-ce que c'est pour autant que je vais arrêter ? Non, mais parce que je tiens trop à elle. En fait. Peut-être que la question à se poser, c'est qu'est-ce qui fait que vous tenez tant, et tant mieux pour elle, à cette personne, alors que vous dites qu'elle est sans empathie, sans remords, sans sentiment de culpabilité, et puis qu'elle est capable de vous tromper. Donc qu'est-ce que vous faites dans cette relation qui paraît très déséquilibrée, vous disant amoureux d'elle et elle apparemment sans sentiment, au point que vous adhérez à l'étiquette de psychopathe? Vous espérez un jour qu'elle vous aime à nouveau ? Non, honnêtement, je pense que j'ai même plus d'espoir, en fait. Hein. C'est pas. Mais alors vous attendez quoi ? Que la vraie question ne se situe pas là. C'est simplement que, si vous voulez, pendant des années,
on a vécu de très très belles choses. Et c'est vrai que, alors, ce sont des choses que j'ai lues, j'ai regardé pas mal d'études et tout. Donc c'est vrai qu'un psychopathe, quand il est dans une situation qui est stable, qui lui convient, où il n'y a pas trop de changements, pas trop de bouleversements, eh ben ça peut durer ad vitam aeternam. Et est-ce que vous avez envie que ça dure? Mais voyez, il faut que vous vous posiez la question par rapport à vous, Hibou. Qu'est-ce que vous gagnez dans cette relation et qu'est-ce que vous perdez? Parce que si vous faites rien, ça peut durer. On est d'accord, j'entends ce que vous dites. Mais est-ce que ça vous convient? Non, ça me convient pas. Et après, je pense pas que j'ai quelque chose à y gagner. Mais je me dis simplement, voilà, moi, je suis humain. En fait, je suis humain et j'arrive pas même à chaque fois. Alors que pourtant, je lui dis, je dois lui dire toutes les 2 semaines. C'est bon, c'est terminé, on arrête, j'en ai marre. Ne m'appelle plus, mais. Je crois aussi que j'ai l'impression que ce qui perturbe votre relation à votre ex-femme, c'est ce mot psychopathe, moi, qui me dérange depuis tout à l'heure. C'est-à-dire que la mère de votre femme ou ex-femme vous dit ce mot. Soit dit en passant, ça en dit long sur les relations que votre ex-femme a avec sa mère, parce que quelle mère va dire à son gendre que sa fille est psychopathe? Moi, je m'interroge là-dessus. Donc ça doit être une grande souffrance pour cette femme d'avoir une mère qui la renie comme ça et qui l'insulte. Et par ailleurs, vous prenez ça pour argent comptant, vous allez sur Internet pour voir tout ce qui pourrait correspondre. Tout ça, ça brouille les pistes et en plus, on ne pose pas un diagnostic aussi catastrophique sur quelqu'un quand on n'est pas spécialiste. Donc j'entends que vous essayez de comprendre ce qui se passe, mais je ne crois pas que ce soit une bonne chose d'utiliser ce mot qui est vraiment trop lourd et trop laid. Et par ailleurs, de vous questionner sur est-ce que vous méritez ça, vous? Soyez plus égoïste et plus la personne la plus importante pour vous-même, comme dirait Brigitte. Est-ce que vous méritez d'être là, dans cette vie, avec une compagne dont vous percevez qu'elle ne vous correspond pas et pour laquelle vous souffrez, pour laquelle vous êtes dans une relation toxique pour tous les deux? Est-ce que vous n'avez pas envie de sortir de là? Écoutez, je crois qu'Hibou, vous avez appelé, vous avez bien fait, ça va vous permettre de vous rendre compte qu'il est peut-être temps de changer quelque chose dans cette relation. Quoi, c'est vous qui prendrez la décision, prenez le temps. Je pense que c'est vraiment important. Merci en tout cas, Hibou. On fait une petite pause, on se retrouve après les infos. Sud Radio, c'est vous qui donnez le temps. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Être sauveur, et oui, c'est notre sujet aujourd'hui avec Hélène Vecchiali et je rappelle ce livre, La tragédie des sauveurs, c'est aux éditions Marabout. Si vous avez un peu l'impression d'être sauveur toujours et encore, eh bien c'est le moment de nous appeler et puis on essaiera de vous aider à peut-être arrêter de vous retrouver dans des situations qui de toute façon sont sans issue. Frédéric, bonjour. Oui, bonjour Brigitte. Bonjour Hélène. Bonjour Frédéric. Vous m'entendez? Très bien Frédéric. Écoutez, moi je viens un petit peu témoigner dans mon expérience et surtout celle aussi de mon épouse, de la situation que l'on rencontre dans notre relation où il se trouve que mon épouse s'est trouvée, elle, dans la situation du sauveur sur une grande partie de notre relation, puisque au-delà d'être celle qui voulait me sauver, elle l'a été aussi pour ses parents, son frère. Enfin, c'est sa longue histoire en fait. Et il se trouve qu'elle a tenté aussi d'être mon sauveur. Sauf que ça s'est pas tout à fait passé comme elle l'aurait espéré, c'est-à-dire me sauver. Bien au contraire, quand on a eu des difficultés sur une période professionnelle dans laquelle on était inscrits tous les deux, ce qui était une relation professionnelle et familiale avec son père,
on a subi un traumatisme à la rupture de cette relation avec son père. Et plutôt que de se sauver tous les deux, donc Delphine essayait bien de me sauver moi, enfin mon épouse, essayait bien de me sauver. Mais en fait, moi, je lui ai tourné le dos à ce moment-là et je l'ai trahi, en fait. Donc si je comprends bien, vous étiez en train de, enfin, vous travailliez avec son père, hein, avec le père de votre femme, et puis ça s'est arrêté. Et elle a essayé d'être proche et de vous aider, mais vous l'avez rejeté, hein, c'est bien ça? Oui, alors moi en fait, il se trouve que dans mon parcours de compréhension, j'ai compris que j'avais aussi ressenti cet abandon familial et professionnel, qui est aussi quelque chose qui est un vécu m'appartenant, en fait, l'abandon, le rejet. Bien sûr, bien sûr. Par rapport à mon vécu, et donc effectivement, vous étiez au fond, je crois que quand son père donc vous a rejeté, hein, si on peut dire, je crois qu'il y a eu des émotions qui n'ont pas pu être suffisamment ressenties, comme certainement de la colère, et du coup c'est votre femme qui en a payé le prix, quoi. Oui. Alors en fait, mon épouse, elle, s'est rendue compte de la situation, et moi j'ai eu plus de mal à la reconnaître, en fait. Et, bien sûr. Et du coup, je suis rentré plutôt dans du mutisme, de l'isolement. C'était très douloureux pour vous, donc vous avez fait un petit peu l'autruche dans ces cas-là. Quand c'est trop douloureux, Oui, j'ai été complètement dans le déni, effectivement, ouais. Et qu'est-ce que c'était comme trahison? Vous dites que vous l'avez trahi. Qu'est-ce que vous avez fait? J'ai été vers l'infidélité, dans le sens où je me suis tourné, en fait, d'abord vers une addiction à la pornographie, où là j'ai consommé énormément de pornographie, et par des liaisons, en fait, je suis arrivé sur des sites de cam chat, en fait, où je discutais avec des personnes qui s'exhibaient. D'accord. Et elle l'a découvert, c'est ça? Tardivement, parce qu'en fait, sur les 10 dernières années, il y a eu 2 périodes. Il y en a eu une au tout début, en fait, de cette rupture de relation avec son père, où on s'est retrouvés au chômage, en fait, tous les deux. Et pendant qu'elle allait se faire soigner en suivant une psychothérapie, et pendant qu'elle reprenait des cours pour se reformer et tout ça, mais en fait, moi, dans l'isolement, je me suis tourné vers la pornographie. Bien sûr. Mais vous êtes toujours ensemble aujourd'hui ou pas? Oui, tout à fait. Et mon épouse l'a découvert, en fait, en début 2022. Et en fait, depuis début 2022, on traverse nombre de difficultés dans la reconstruction de la relation. Ouais. D'accord, mais elle est toujours avec vous. Donc, elle est toujours avec moi, oui, tout à fait. Tout n'est pas perdu. Moi, je crois qu'à un moment donné, Frédéric, il va falloir que vous soyez un peu plus indulgent avec vous-même. Vous avez fait ce que vous avez pu. C'est pas si elle vous a pardonné, si elle est toujours avec vous, il faut aussi que vous puissiez vous pardonner. C'est pas vous avez fait ce que vous avez pu avec votre souffrance, avec votre mauvaise estime de vous-même qui vous a pas permis de tenir debout. Et puis, comme beaucoup de gens, dans ces cas-là, on va vers une addiction. Vous, ça a été la pornographie, ça aurait pu être la drogue, l'alcool, le jeu. Disons que la difficulté actuelle que l'on rencontre, il est dans le reste de déni que j'ai, en fait, pendant ces 3 dernières années où Delphine, donc mon épouse, était au courant du... Alors, c'est pas un déni, puisque vous pouvez en parler, hein. Oui, sauf que j'avais tendance quand même à minimiser, en fait, ce qui s'était passé, dans une espèce d'orgueil, en fait, et de honte, en fait, à reconnaître ce qui s'était passé. C'est bien d'avoir dit le mot, Frédéric, parce que c'est ça le problème, c'est la honte. Ouais. C'est la honte, et l'orgueil. Il y avait quand même de l'orgueil un peu mal placé. C'est quelque chose qui me suit depuis longtemps, avec des difficultés à reconnaître quand je fais des erreurs. Et en fait, tout ça, je le travaille à l'heure actuelle oui, ça s'entend. En thérapie. Donc, ça aide beaucoup. Et puis, on continue à discuter énormément avec mon épouse pour... Écoutez, Frédéric, je vais vous dire une chose qui va peut-être vous aider. L'addiction, on dit souvent que c'est une maladie. Je pense que vous avez été très malade. Vous n'êtes pas encore guéri,
mais vous êtes en chemin sur en convalescence. Voilà. Et vous avez une chouette infirmière à côté de vous. Maintenant, c'est pas elle qui peut vous sauver, c'est vous qui êtes en train de vous sauver. Oui, mais bon, après, j'aimerais aussi tenir un petit peu ce rôle, la sauver aussi un petit peu, parce qu'aujourd'hui, c'est elle qui est un petit peu plus dans la difficulté. Donc, non pas me porter en termes de sauveur, mais en tous les cas, en tant que réparateur. Si vous vous sauvez, ça la sauvera. Hein. Elle n'aura plus besoin de vous sauver, elle pourra plus s'occuper d'elle et de son couple. Oui, c'est tout ce que je souhaite et tout ce que j'ai envie pour nous. Oui. Remerciez-la, soyez gentil avec elle, soyez attentionné et puis vous ferez votre part. Oui. Voilà en quoi je voulais témoigner en tous les cas. En tout cas, le fait que vous ayez osé venir parler à l'antenne et raconter tout ça, ça montre que vous êtes en train de vous libérer de cette honte. Oui. Et ça, c'est un poison, la honte, de toute façon. Oui, tout à fait. Elle n'aide pas vraiment, effectivement, à se sortir de mauvais mécanismes. Bon, et puis si elle est toujours avec vous, c'est que vous ne devez pas être une si vilaine personne. Hein. J'espère qu'elle vous écoute. Mais nous, on l'entend, en tout cas. Très bien. Merci en tous les cas. Continuez vos émissions. Elles portent grand secours justement à beaucoup de monde. Merci à vous, parce que c'est vos témoignages aussi qui aident les autres, vous savez, parce que je suis sûre qu'il y a des hommes qui sont en train de vous écouter et qui se reconnaissent dans votre témoignage et qui, grâce à vous, peut-être, vont commencer à sortir un tout petit peu du déni. Voyez. Mais tant mieux si on peut être les chaînes de ces maillons-là, effectivement. Mais vous l'êtes, ça je le sais, moi. Merci Frédéric. Merci. Passez de bonnes fêtes. Merci vous aussi. Allez, une petite pause et puis c'était Eugénie qu'on va retrouver dans un instant, une infirmière. Tiens, curieux. Vous voulez parler à Brigitte Lahaie, 0826 300 300. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Hélène Vecchiali est avec nous, psychanalyste et autrice de La tragédie des sauveurs aux éditions Marabout. Vous parlez notamment des infirmières, qui sont des métiers de sauveurs. Et je crois que Eugénie, vous avez ce syndrome, semble-t-il. Bonjour. Bonjour, oui, ça m'a fait sourire. Oui, tout à fait. Bonjour Brigitte et bonjour Hélène. Bonjour Eugénie. Donc voilà, je suis infirmière par vocation, je pense. Et dans mes relations amoureuses, j'ai toujours été plus ou moins le sauveur. Infirmière. Dans mon couple. Voilà. Après, je viens d'une famille de sauveurs aussi, donc peut-être que j'avais que cet exemple-là aussi que j'ai imité, quoi. C'est vrai ce que vous dites, c'est quelquefois aussi dans les origines. Je crois que c'est un pompier que j'interviewe dans mon livre et qui raconte que ses parents étaient très croyants, très pratiquants, et qu'il a toujours vu ses parents aider les plus pauvres, aller au secours populaire, aller au resto du cœur, enfin être très très engagé pour sauver tout le monde, et que par conséquent, depuis qu'il est petit, il a participé à ces sauvetages, et donc il a continué à l'âge adulte. Donc voilà. Donc moi j'avais une question, c'est que je voudrais bien ne plus être dans une relation de sauveur, quoi, d'éviter de reproduire toujours la même chose. Oui, c'est effectivement de passer de sauveur compulsif à aidant sain, c'est un beau projet. Est-ce que vous avez l'impression, jusqu'à présent, que vous imposiez les sauvetages? C'est-à-dire que vous voyez des gens qui vont pas bien, qui n'ont rien demandé, et vous venez les aider. Est-ce que c'est un peu comme ça que ça se passe? Dans mon milieu, non. Je ne parle pas professionnellement, parce que professionnellement, on vous appelle. Oui, mais dans votre vie personnelle? Et j'ai commencé à faire le sauveur avec ma première relation après le mariage. J'ai voulu sauver l'homme que j'aimais éperdument. Oui. De son divorce, et je me suis noyée dans cette relation qui a duré quand même 5 ans, et j'en suis sortie complètement épuisée, et de là j'ai enchaîné pas mal de relations justement pour essayer de revivre à nouveau ce syndrome du sauveur, mais c'est compliqué, quoi. Oui.
Mais c'est-à-dire, vous choisissez toujours des hommes qui vont pas bien. Quel serait le point commun de tous ces hommes? Et avec le recul, c'est ce que j'ai remarqué, oui. J'ai commencé par lui, puis après j'ai enchaîné 2 relations où j'étais, oui, c'est moi qui portais le couple, quoi. La question que je vous avais posée, c'est est-ce que eux vous ont demandé de les sauver? Indirectement, oui. Oui, donc pas directement. Non, parce que du moment où je dis que je suis dans un métier de soins ou infirmière, j'ai l'impression qu'ils s'engouffrent dans cette voie de facilité pour eux, quoi. Parce que je tombe tout le temps sur des hommes blessés par leur ex-vie amoureuse, leur vie familiale aussi. Enfin, j'ai l'impression d'être un aimant, quoi. Oui. Est-ce que l'un de vos 2 parents avait des problèmes que vous aviez repérés et que vous aviez envie de l'aider? Ou tous les 2 d'ailleurs, hein? En étant enfant? Oui. Inconsciemment, alors? Est-ce que votre père si va bien? Est-ce que votre mère va bien? C'était ma question. Est-ce que... Ah oui. C'était un couple stable, hein, Donc vos parents allaient bien, ils avaient plutôt tendance à sauver le monde. Voilà, oui, c'était un couple modèle, hein, ils sont encore là sur un... Oui, mais je parle individuellement. Est-ce que vous avez l'impression que votre père est peut-être un petit peu plus dépressif que la normale, ou que votre mère est un petit peu plus dépressive? Je ne parle pas du couple, là, je parle des individus séparés. Non, ce sont 2 personnages assez forts, chacun à leur manière. Et vos frères, vous avez des frères et sœurs? Oui, frères et sœurs, oui. Et qui ont pas eu besoin d'être secourus quand vous étiez petite? Non plus. Non, ce syndrome est arrivé à l'âge très mûr, quoi, après une relation de mariage de 23 ans, quoi. Donc là, tout allait bien. Et on vous a quitté, c'est ça? Et j'ai quitté, parce qu'on m'a trompé. D'accord. J'ai pas supporté du tout, parce que j'étais sur un piédestal et je suis tombée de ce piédestal quand j'ai remarqué que monsieur me trompait. D'accord. Et c'est à partir de là que... je pense qu'à partir de là, vous vous êtes dit, je vais en choisir des qui ont vraiment besoin de moi et qui sont un petit peu moins bien que moi. Enfin, je schématise. Et comme ça, ceux-là ne me tromperont pas et je les garderai. Ils ne me quitteront pas parce que je les sauve, donc ils ont besoin de moi éternellement. Ça vous parle, ça? Comme ça. Oui, vous le dites maintenant, ça me dit oui. Donc, il faut retravailler votre confiance en vous et votre estime de vous pour pouvoir à nouveau trouver un homme à votre hauteur. Parce qu'en fait, vous savez, on parle souvent de la rivalité dans le couple. Et quand on se sent plus forte que l'autre, on croit que à ce moment-là, on va pas être quitté et on va pas être trompé. Mais c'est des stratégies qui valent ce qu'elles valent, mais qui ne sont pas des stratégies d'amour et de relations harmonieuses de couple. Oui, parce que ces hommes-là, ils vous aiment pas. Ils sont reconnaissants, ils ont de la gratitude, de l'admiration, hein, ce que je disais tout à l'heure. Mais vous ne recevez pas d'amour. Et quand vous, à un moment, vous avez besoin d'être un petit peu chouchouté ou sauvé, c'est pas possible. Les dés sont jetés, les rôles ont été distribués au départ et vous pouvez pas revenir en arrière. Donc vous devez vous sentir bien seul. Oui, je me sens seule. C'est vrai que j'ai pas reçu de l'amour de la part de ses partenaires. Oui, comme plutôt une espèce de reconnaissance. Oui, voilà. Ils me valorisaient par rapport à ce que j'étais, enfin mon personnage, quoi, public. Et tout ce qui était à base d'amour. Oui, et puis vous êtes à nouveau sur un piédestal quand vous sauvez. Vous êtes sur un piédestal que vous aviez perdu lors de votre divorce. Sauf que ce piédestal, il est douloureux pour vous parce que vous êtes toute seule là-haut. Oui, je suis toute seule, oui. Non, mais c'est vrai. Mais je pense que quelque part, ce divorce, il est encore douloureux et peut-être que ça vaudrait le coup de voir un petit peu qu'est-ce qui a été si difficile et qui n'est pas tout à fait surmonté. C'est vrai que j'ai déjà fait plusieurs fois une psychothérapie, mais j'étais pas remontée aussi loin dans mon mal-être amoureux, quoi. Oui. Mais vous savez, quand on a un couple de parents qui va tellement bien, ça met la barre très haut. Hein.
Ah oui, oui, ils mettent ça après, ouais. Et donc, c'est peut-être ça aussi qu'il faut arriver à dépasser. Bon, vos parents, c'est vos parents. Mais on sait très bien qu'aujourd'hui, c'est plus compliqué de faire durer son couple, par exemple. C'est vrai. Donc, moi, je pense qu'il faut remettre 2-3 petites choses en place, là, et puis ça va aller mieux. C'est vrai que dans mes relations amoureuses, j'ai tendance, moi, à quitter. Comme ça, on est sûr de ne pas être quitté, hein, vous avez raison. Voilà. Oui, ça c'est une très bonne démarche, ça. Non mais c'est vrai, j'ai pas été, c'est toujours moi qui me débrouille pour quitter avant que... Sauf quand vous étiez marié. Voilà. Donc là, c'est vrai que je remonte un petit peu plus... Oui, je crois qu'il faut cicatriser un peu plus ce divorce qui a été, à mon avis, une vraie blessure narcissique. D'autant plus que vous aviez un peu l'espoir que, comme vos parents, vous aviez épousé votre mari pour la vie. Oui, c'est ce qu'on faisait, oui, c'est ce qu'on disait. Bien sûr, bien sûr. C'est difficile, hein, c'est difficile. Oui. Mais vous savez, l'amour, c'est pas une valeur sûre, mais en même temps, on en perd un et parfois on en retrouve un autre. Évidemment. À condition de faire le ménage. Faire le ménage, ok, je note aussi. Merci Eugénie. Bon courage Eugénie. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Allez, on va faire une petite pause, on se retrouve pour le sexo-conseil, comment aider un homme à avoir une érection. Voilà une manière de le sauver, hein, quand même. Ah oui, ça c'est... C'est Patrick Roger, je vous souhaite de très très belles fêtes, profitez-en en famille ou entre amis bien sûr. Belle fête à vous. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le sexe au conseil. Eh bien, Hélène Vecchiali, comment aider un homme à avoir une érection? Alors, il faut oser prendre les choses en main, si je puis dire, hein, évidemment. Et suivant l'homme avec qui vous êtes, il faut avoir des initiatives nouvelles. Alors parfois, il faut être un peu coquine, parfois il faut être plutôt romantique. En tout cas, déjà, il faut avoir une intimité, une relation intime plus souvent, ou en tout cas, montrez-lui que l'intimité, les rapprochements corporels, ça vous plaît vraiment, de manière à ce que déjà vous montriez que vous êtes ouverte et prête à l'accueillir. Aidez-le à se relaxer, acceptez qu'il ait besoin de se masturber éventuellement, hein, et puis acceptez aussi qu'il s'occupe de vous, parce que parfois les hommes, en pratiquant un cuni par exemple, ils en profitent discrètement pour se masturber et ils parviennent à retrouver leur érection. Et puis rappelez-vous que la fellation, ça demande quand même un tout petit peu de technique, notamment que la partie la plus sensible du pénis, c'est quand même le gland. Et puis on peut aussi essayer une pénétration sans forcément qu'il y ait une érection à 100%. Et puis sinon, la meilleure chose à faire, c'est de dire pour l'instant pas de pénétration, et vous acceptez d'avoir des câlins sans qu'il y ait une pénétration. Et rien que le fait d'enlever cette injonction, eh bien ça va permettre à l'homme de retrouver son érection. Bon, des relations charnelles plusieurs fois sans pénétration, eh bien ça marche vraiment. En revanche, évitez le c'est pas grave, parce que justement la plupart du temps c'est très grave pour lui. Vous voulez réagir? Non. Non, c'est très bien. Mais bon, écoutez, voilà. Bonjour Tristan. Bonjour. Merci d'être avec nous Tristan. Donc vous êtes un sauveur un peu trop souvent, peut-être? Disons que en fait, j'ai écouté un petit peu les témoignages d'avant, et j'aurais bien aimé parler avec la dame qui parlait juste avant moi, parce qu'elle me disait comment s'en sortir. Moi, j'ai trouvé la solution en fait pour s'en sortir. Il faut juste trouver un juste milieu, quoi. Il faut pas vouloir être un sauveur, mais si on est quelqu'un de généreux, il faut être généreux, parce qu'il faut pas aller contre nos propres valeurs en quelque sorte, quoi. Sachant que la générosité, c'est quand même une très très belle richesse d'esprit en quelque sorte, quoi. Oui, quelle différence vous faites entre sauver et être généreux? Moi, quand j'ai perdu mon père, je me suis retrouvé seul, mais vraiment tout seul, quoi. J'avais plus d'amis, j'avais personne. Vous aviez quel âge? J'avais 20 ans. Oui, c'est jeune. Et la solution que j'ai trouvée pour justement m'ouvrir au monde, c'est de vouloir aider les gens qui étaient dans le besoin, en quelque sorte.
bon, je suis pas non plus allé dans la rue récupérer tous les SDF, quoi. Mais j'ai rencontré des jeunes qui avaient 16 ans, qui étaient à la rue, qui étaient livrés à eux-mêmes, qui faisaient n'importe quoi. Et j'ai essayé de les sauver, en quelque sorte, quoi. Et bon, moi, j'ai remarqué, en fait, que toutes les personnes que j'ai voulu aider, sans vouloir dire le mot sauver, mais juste les aider, quoi, ben, ça s'est un peu retourné contre moi à chaque fois. Mais ce que j'ai appris récemment, c'est qu'en fait, il faut pas avoir attendre un retour de la personne. Si ça nous fait plaisir de donner, mais voilà, c'est tout, en fait. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Donne. C'est hyper important justement d'être fraternel dans cette société qui bat de l'aile, quoi. Oui, mais ce que vous dites, c'est que ça se retourne contre vous. Ça s'est retourné contre vous. Donc, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple ? Ben, il y a une personne qui habitait chez moi, clairement. Et le jour où je lui ai demandé que j'avais besoin qu'elle parte, que j'avais besoin de me retrouver un peu seul chez moi, il m'a massacré la gueule, en fait, quoi. Oui, donc là, c'était plus du sauvetage. Moi, je comprends vraiment ce que vous dites et à l'évidence, vous êtes une belle personne et attentif aux autres et généreux. Mais toute la question, c'est la différence entre sauver et aider, ce dont on parlait, parle depuis le début de l'émission. Ouais, la personne que vous avez hébergée chez vous, vous étiez plus dans le sauvetage que dans l'aide, parce que qu'elle vous massacre avant de partir, c'est significatif que c'était pas de l'aide. Ouais, totalement. Mais moi, je m'en suis servi de leçon, en fait, de tout ça. Ça m'a permis d'apprendre à trouver un juste milieu, justement, quoi. Savoir donner sans non plus que ça nous coûte en quelque sorte, quoi. Ben, c'est toute la différence entre sauver et donner. C'est-à-dire que la personne que vous avez hébergée, pour reprendre cet exemple, je suppose qu'elle devait être très très mal et donc vous l'avez sauvée. Et puis à un moment donné, c'était un dû et elle considérait que de toute façon, sa place maintenant, c'était chez vous, quoi. Ouais, c'est ça. Mais vous l'avez pas aidé à trouver un logement rapidement, c'est-à-dire que vous l'avez laissé s'installer chez vous. Vous voyez ce que je veux dire ? Ouais, voilà, c'est ça. Parce que vous auriez pu l'héberger et puis l'aider à trouver quelque chose, tandis que là. Ouais, avant, j'étais pas dans cette capacité-là. Bien sûr, Tristan, mais j'explique pour que tout le monde comprenne bien la différence entre aider quelqu'un, c'est quelque chose qu'on fait provisoirement. L'héberger, définitivement, c'est le sauver. C'est ça. Mais c'est surtout, je pense aussi, la façon de voir les choses. Il ne faut pas attendre un retour. Il faut juste donner pour donner, en fait. Oui, alors, vous avez raison. Oui. Quand on donne, c'est pas dans l'espoir de recevoir quelque chose. En même temps, dans la vie, si on donne et qu'on reçoit jamais rien, quelque part, c'est pas bon non plus. On peut se poser des questions. Tout à fait. On est d'accord. Et c'est vrai que malgré toute la générosité et la bienveillance des sauveurs, inconsciemment, je dis bien inconsciemment, ils attendent en retour de l'amour. Ils attendent quelque chose. Évidemment. Et donc, on est des êtres humains. Et c'est pas possible de donner sans rien attendre. C'est vraiment logique. Et c'est à ce moment-là que les sauveurs vivent une tragédie parce qu'ils ne reçoivent pas l'amour qu'ils espéraient. Et donc là, c'est une problématique qui est difficile à vivre. Bien sûr. Après, voilà, je voulais profiter de votre émission pour appeler les gens à être généreux, quoi. Il ne faut pas hésiter, quoi. En plus, c'est Noël. Allons-y à fond, quoi, parce que c'est pas le gouvernement qui va faire le boulot à notre place, quoi. Ça, on est bien tous d'accord là-dessus, quoi. Et on n'a pas de gouvernement de toute façon. Hein. Voilà. Donc ils peuvent pas être généreux, on n'a pas de gouvernement. Voilà. Mais soyons-le, quoi, parce que même si des fois on prend des claques, c'est pas grave, quoi. On s'en remet et on continue de donner, parce que c'est ça la vie, quoi. Il y a rien d'autre de plus important, en fait, quoi. Oui, mais vous savez, je trouve quand même, quand on regarde un petit peu toutes les associations qu'il y a, toute la générosité quand on fait un appel aux dons, etc., je trouve que les Français, soyons pas négatifs, les Français sont très généreux. Oui. Et puis, moi, c'est ce que je dis souvent, essayons déjà, si chacun d'entre nous balayait devant sa porte, je vous assure, Tristan, ça irait déjà beaucoup mieux.
Oui, bien sûr, bien sûr. Il faut pas essayer d'être généreux avec le monde entier, c'est pas possible. Mais si on était déjà un petit peu plus attentionné avec, je sais pas, nos proches, les voisins, notre collègue. C'est ça, exactement. C'est ça. C'est ça qu'il faut donner son sourire. C'est tout ce qu'on demande en fait. Quoi. Ça suffit largement des fois. Quoi. C'est un beau discours de Noël hein, que vous nous tenez là. J'ai reçu un mot gentil l'année dernière dans ma boîte aux lettres. Mon voisin qui me souhaitait une bonne année, ça m'a vachement touché, quoi. Et c'est exactement ça en fait qu'il faut donner. C'est donner ce qui n'a pas de valeur, enfin, ce qui n'a pas de valeur financière, quoi. Et puis vous savez, Tristan, c'est aussi penser quand on est par exemple à la caisse du supermarché, d'avoir un petit mot gentil pour la personne qui s'occupe de nous. Enfin, c'est juste des échanges humains. Et je vous assure que là, on va pas sauver le monde, mais on donne un petit peu de bonheur, des petites parcelles de bonheur par-ci par-là, et c'est déjà beaucoup. Bien sûr, c'est ça être humain, quoi, et pas un robot justement, quoi. Et puis je crois, Hélène parle évidemment de ce besoin d'être aimé quand on essaye de sauver les autres, mais je crois que c'est aussi parfois un besoin de puissance dont il faut se méfier. C'est possible aussi. Mais bon, vous, quand vous avez 20 ans, vous venez de perdre votre père et en sauvant les autres, vous vous êtes sauvé. Hein. Ouais. Donc c'était une très bonne stratégie. Oui. Je pense que quand on va pas bien, et souvent on se sent assez seul quand même, je trouve, dans le monde moderne, quoi, avec, comme vous dites, les voisins avec qui on n'ose pas trop parler et tout. Le fait de pouvoir donner à des gens, ça permet justement de passer un petit moment, de créer un souvenir. Et de quelque part, comme ils disent dans la spiritualité, ils disent donner pour recevoir. C'est la gratitude, quoi, en quelque sorte. Et il faut, pour moi, franchement, ça m'a vraiment, vraiment beaucoup aidé dans la vie, quoi. Bah écoutez, et d'un autre côté aussi, ça me permet de savoir qui je suis. Et quand quelqu'un me traite de radin ou de ci ou de ça, moi, j'en ai rien à faire parce que je sais qui je suis, en fait, quoi. En tout cas, moi, je peux vous dire, Tristan, que vous êtes quelqu'un de particulièrement chanceux parce que vous êtes plutôt optimiste et à mon avis, vous risquez pas tellement de tomber en dépression dans les temps qui viennent. Là, je viens d'en sortir, en fait. Bravo. C'est vrai, vous avez eu une petite dépression? Ouais, j'ai eu une séparation qui a été très très difficile. D'accord. Je vous ai même appelé à l'émission et tout. Vous m'avez donné des outils, des conseils. Et voilà, c'est en donnant aux gens que j'ai rencontrés autour de moi que j'ai réussi à m'en sortir, quoi. Vraiment, il y a des gens, je voyais un mec à qui je prenais le train, il avait rien à manger chez lui, je lui dis mais vas-y viens à la maison, je te fais à manger. Et ça lui a fait vachement du bien. Aujourd'hui, c'est lui qui me donne en fait, quoi. Donc c'est important, je trouvais. Et je me sentais seul, ça m'a permis justement d'alimenter un peu, enfin d'être moins seul. Et voilà, aujourd'hui, pour moi, c'est du passé, en quelque sorte, cette solitude. Et cette solitude, elle est dure quand même, quoi. Et justement, le fait de donner, c'est vachement... C'est l'ingrédient phare, en quelque sorte, quoi. Ouais, c'est bien d'avoir trouvé votre propre médicament. Tout en restant dans le juste milieu, quoi. Pas donner tout, mais juste un petit peu, ça suffit. Mais oui, le juste milieu. C'est aussi une parole de spiritualité, ça, Tristan. Merci en tout cas de cet appel. Merci beaucoup. Merci. On continue dans un instant. On va conclure avec Simon qui revient sur ce syndrome du sauveur. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Hélène Vecchiali, toujours avec nous, psychanalyste, et on parle de ce livre, La tragédie des sauveurs, qui est sorti aux éditions Marabout. Alors c'est intéressant, Hélène Vecchiali, parce que finalement, on aura eu plus d'hommes que de femmes, presque. Oui, c'est ce que je me disais tout à l'heure. Alors qu'on aurait pu penser plutôt le contraire, que les femmes étaient plus sauveuses. Finalement, non. En fait, moi, quand j'ai écrit ce livre, dès qu'il est sorti, et les gens autour de moi, 100% des gens autour de moi m'ont dit « Ah, mais c'est tout à fait moi, ça ». Donc je pense que tout le monde doit être sauveur, peu ou prou. Ça parle à tout le monde en tout cas. Soit des gens qui ont sauvé et puis qui m'ont dit ah, oui mais j'ai même pas eu un merci. Soit des gens qui ont été sauvés et puis qui ont dit oh, ça s'est mal terminé. Enfin vraiment il y a de tout, mais ça parle à tout le monde. Mais alors est-ce que quand on est sauveur, on peut être sauvé par quelqu'un? On trouve toujours un sauveur soi-même. Là je crois qu'il faut se sauver soi-même. Là. On va tâcher. Ou alors lire mon livre pour être sauvé de soi. Voilà. Simon, bonjour.
Oui, bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour Hélène. Bonjour Simon. Eh ben oui, enfin voilà, bon, il y a beaucoup de choses qui ont été dites et je rejoins et l'auditeur précédent. C'est vrai que peut-être rappeler aussi que ce syndrome du sauveur, bon, c'est des choses qu'on fait un peu de travers parce que mais en fait ça part aussi de magnifiques qualités de base quand même, de l'altruisme, de l'empathie, et c'est vrai que c'est aussi important de reconnaître pour notre estime de nous justement notre formidable valeur que tout le monde n'a pas forcément au point qu'on a, et c'est important de reconnaître en nous ces belles qualités. Après, tout est dans l'équilibre, comme vous disiez. Excusez-moi, une qualité exceptionnelle, c'est que les sauveurs savent sauver. C'est-à-dire que sinon, il n'y aurait pas le nom de sauveur. Hein. Donc, et pour savoir sauver, il faut avoir des qualités extraordinaires. Hein. Vous avez raison. Et oui, mais c'est vrai que c'est tout le risque de. C'est vrai que c'est quelque chose qui est un petit peu Enfin, moi, quand je vois quelqu'un que je peux aider, je le fais. C'est un petit peu comment dire. Ça vient des tripes, quoi. Donc, des fois, on peut pas trop s'empêcher de le faire, et c'est aussi important. C'est quelque chose qu'on maîtrise pas forcément. Et pourquoi s'en empêcher d'ailleurs, à partir du moment où ça nous met pas en danger. Voilà, bon, après, si on n'a pas beaucoup d'argent et qu'on donne tout à des associations ou à c'est un problème. Mais pourquoi s'empêcher d'aider, de sauver? Mais la vraie question, je crois qu'on l'a un petit peu abordé, je pense, depuis 14 heures. La vraie question, c'est quand on veut absolument sauver quelqu'un qui n'a pas envie d'être sauvé ou qui ne peut pas être sauvé. Et à ce moment-là, forcément, la relation va, à un moment donné, être oui, c'est mauvaise. Souvent le problème. Hein, c'est que le duo de départ sauveur-sauvé se termine souvent en tragédie, parce que le sauveur, lorsque son sauvé va mieux, il va se séparer de lui, et là le sauveur perd son identité et ça lui plaît pas. Et puis le sauvé, quand il commence à aller mieux, il est très ennuyé parce que la dette qu'il a contractée vis-à-vis du sauveur est abyssale et puis est irremboursable. Donc ça le met mal à l'aise et ça crée aussi un conflit. Donc c'est ça le problème. C'est vraiment, on l'a dit depuis le début, c'est la différence entre sauver et aider. Oui. Et oui, moi, en effet, et peut-être une limite, parce que bon, c'est vrai que c'est très bien évidemment d'aider les autres, mais aussi savoir comme vous le disiez, se sauver soi-même et s'aider soi-même, mais ça suppose que il faut aussi reconnaître ses propres besoins, ses propres limites. Et souvent, peut-être quand on est sauveur, on connaît pas un petit peu nos besoins émotionnels ou tous les besoins qui doivent être satisfaits et qui sont importants d'être satisfaits. Le problème, quand on a une relation, le problème, et ça c'est ce que j'entends parfois chez certaines personnes qui sont devenues thérapeutes alors qu'ils n'ont pas fait suffisamment de travail. C'est-à-dire qu'on veut sauver les autres pour se sauver soi-même. Et ça, c'est forcément une impasse. Oui, d'ailleurs, j'en parle dans mon livre. Je donne une métaphore qui est très parlante et qui parle à tout le monde. C'est celle de l'hôtesse de l'air. C'est-à-dire que dans un avion, une hôtesse de l'air, à un moment, tout souvent au début du voyage, arrive, explique les portes de secours, etc. Et puis précise, en cas de dépressurisation de l'appareil, il y a un masque qui va tomber, donc vous le mettez sur le nez, etc. Et si vous avez un enfant à côté de vous ou une personne en difficulté, mettez d'abord votre propre masque et ensuite seulement aidez l'autre. Et là, on a toute la métaphore de ce que on doit faire pour soi, c'est-à-dire s'aider soi-même avant de vouloir éventuellement aider les autres. Oui. Allez-y, Simon, je vous en prie. Pardon. Non, mais au final, bon, j'ai fait un petit peu de travail avec une kinésiologue et puis de l'EMDR aussi, et c'est vrai que ça m'a fait des prises de conscience et je ne sais plus ce que je voulais dire. C'est pas grave. Que vous vous êtes sauvé vous-même et que ça vous permet d'aider les autres différemment. Parce que voilà, c'est peut-être la meilleure façon d'aider les autres, c'est de montrer par notre propre exemple qu'on peut se sauver. Absolument. C'est d'aller bien et de faire ce qu'on dit.
Et à ce moment-là, les autres voient que ça marche et ils auront envie de nous suivre. C'est le désir mimétique dans le côté positif. Mais je crois qu'il y a quelque chose aussi peut-être dont on n'a pas parlé depuis tout à l'heure et qui me paraît essentiel aussi, c'est de bien comprendre aussi que parfois dans des relations amoureuses, on va se choisir parce qu'on a soi-même la même problématique que notre partenaire. Donc il y a une sorte d'effet miroir. On se met ensemble parce que tous les deux, on a été abandonnés ou tous les deux, on a été... Enfin, je ne sais quoi. Et le drame de ces couples-là, c'est que chacun veut sauver l'autre, sauf que ça ne marche pas. Et si on a un des deux qui fait un travail, comme Baptiste tout à l'heure, eh bien là, ça déséquilibre complètement le couple. Oui, c'était une réflexion que j'avais aussi en vous écoutant, c'est que quand on tombe amoureux, ou en couple, alors même une amitié avec une personne avec qui ça fonctionne, moi j'ai longtemps fait la confusion entre ce désir de sauver l'autre et le sentiment amoureux et l'amour que je portais à la personne. Et c'est vrai que c'est confus en fait souvent entre les deux. Qu'est-ce que vous... Vous avez raison, c'est-à-dire tout d'un coup, on a une telle empathie, un tel amour pour la détresse de l'autre, qu'on confond amour de la détresse de l'autre et l'envie de le sauver et l'amour tout seul. Et vous avez raison, c'est un gros piège et on part sur des bases qui sont totalement fausses et qui font que le couple ne peut pas fonctionner de cette façon-là. Oui. Et là, en effet, on est sauveur. Hein. Alors là, on croit qu'on est tombé amoureux de l'autre. En fait, on est tombé amoureux de sa souffrance, et donc on est sauveur. Oui, et c'est important de préciser. On a beaucoup parlé des sauveurs, mais c'est important de préciser aussi que les sauvés vivent eux aussi des tragédies. Hein. Donc, j'ai mentionné tout à l'heure le fait de se sentir en dette et de ne pas pouvoir la rembourser. Cette dette, puisque si l'autre vient et il essaye de vous sauver votre vie parce que vous êtes déprimé, parce que vous voulez vous suicider, ben c'est sûr que rien ne peut rembourser ça. Et puis, ce qui est terrible aussi, c'est que souvent le sauvé, quand il va un petit peu mieux, eh bien, il vous en veut d'avoir été témoin de sa décrépitude, de sa déchéance, et donc il est en colère après vous, et on voit que c'est compliqué pour le sauveur de recevoir de la colère ou d'avoir le reproche de mais maintenant je peux plus te rembourser, voilà, et tu m'as sauvé la vie et moi je peux pas rembourser ça. Donc on voit bien que ce duo là il est bancal et qu'il ne peut que mal se terminer. Oui. Ben oui, c'est vrai. Là, je sors d'une relation qui était comme ça, vraiment, où c'était très compliqué. Ensuite, j'ai fait un peu de thérapie. Et là, je sors d'une seconde relation. Là, on vient tout juste de se séparer. Mais en fait, avec le travail, c'est déjà beaucoup plus équilibré. C'est-à-dire que, il y a des choses qui n'allaient plus, mais il n'y a plus du tout cette colère ni cette rancœur. Et c'est bien la première fois où je me dis que c'est bien, que c'était une belle relation. Mais c'était une relation où vous vouliez aussi la sauver, c'est ça? Ah non, justement, là, c'était quelqu'un qui allait bien, il n'y avait rien à sauver. Voilà, donc ça fait du bien. Et ça vous a ennuyé de ne pas pouvoir la sauver? C'est pour ça que ça s'est arrêté? Alors peut-être que c'était juste du coup moins passionnel. C'est ça qui est fou. Ouais, non, mais c'est vrai, c'est pas évident de distinguer tout ça. Oui. Mais vous savez, Simon, c'est tout le miracle et le mystère et à la fois les inconvénients de l'amour. Hein. C'est un sentiment qui s'engouffre dans des failles. Hein. Sinon, il n'existerait pas ce sentiment. Quand on parle d'amour, les 3/4 du temps, c'est de cet amour-là dont on parle. Le vrai amour, il se situe un peu ailleurs. Hein. Ben oui, donc bon. À suivre. Vous êtes sur la bonne voie, il me semble. Oui. Bon, vous vous êtes sauvé déjà. Hein, oui, tout à fait. Bon. Vous êtes bien la personne la plus importante pour vous. Ah oui, ça en effet, justement, quand vous posez la question, j'ai tout de suite dit c'est moi, j'avais la bonne réponse. C'est bien. Ah non, c'était pas la bonne réponse parce que c'est moi la personne la plus importante pour moi.
Bon, allez. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour vos émissions. Non, merci. J'étais très heureux de passer avec vous. Merci Simon, merci beaucoup. Oui, Hélène Vecchiali, on a eu différents témoignages, hein, mais je crois que ce qui est important aussi, c'est de toujours se dire que entre sauver et aider, c'est un peu compliqué finalement la différence. Oui, pas trop, parce que sauver, moi je l'ai résumé ainsi, sauver de façon compulsive, hein, j'entends, je parle pas de ce que je disais tout à l'heure, sauver quelqu'un qui se noie ou qui va se suicider, mais être sauveur compulsif, c'est-à-dire inconsciemment être sans arrêt à repérer l'autre qui va pas et venir vite proposer son aide, et puis aider qui est juste proposé. On voit la différence. C'est la différence entre imposer et proposer. Bien sûr, mais je parlais que du terme sauver dans le langage courant. Dans le langage courant. Aider, c'est vrai que ce sont deux termes qui sont assez proches. Et c'est en ça qu'il faut bien comprendre que quand on parle, quand votre livre parle pas de sauver au sens d'aider. Hein, il parle de vouloir sortir l'autre d'une addiction, d'une dépression, d'un mal-être, d'une rupture, d'un divorce ou d'un licenciement, des choses importantes, et de se dévouer corps et âme pour la personne qui est en souffrance. Absolument, et c'est ce qu'on dit souvent, on peut pas faire les choses à la place de l'autre. Non. On peut lui montrer le chemin, on peut éclairer la lumière. Moi j'aime bien cette image d'éclairer la lumière pour qu'il puisse ranger son bordel, mais s'il veut pas ranger, on peut pas ranger à sa place. Non. Ou alors si on range à sa place, il va nous en vouloir. Voilà. Puis on n'aura de toute façon pas bien rangé. Oui, forcément. Moins bien que lui. Bien sûr. Donc c'est bien important de comprendre cette différence. Mais de bien préciser ce que disait le monsieur tout à l'heure, là, Simon, c'est quand même, même les sauveurs compulsifs sont des belles personnes qui ont des belles valeurs et qui ont une intuition extraordinaire, une grande capacité d'empathie, de compassion. Voilà, ce qu'il faut, c'est comprendre pourquoi on est comme ça, et puis tout doucement faire le chemin de sauveur compulsif à aidant sain. Puis de toute façon, vous qui avez aussi écrit un livre sur les pervers narcissiques, on a l'impression quand on les rencontre qu'ils veulent nous sauver, mais en fait ils veulent nous détruire, c'est quand même encore autre chose. Et les sauveurs compulsifs sont une proie énorme pour les pervers narcissiques, parce que là ils ont une autoroute sur des personnes qui sont des belles personnes, et qui à un moment ou un autre vont vouloir les sauver eux. Bien sûr, c'est mission impossible, et là la tragédie commence à nouveau pour les deux. Voilà, donc je rappelle donc le titre du livre, La tragédie des sauveurs, c'est aux éditions Marabout. Vous expliquez bien en long, en large et en travers tout ce dont on a parlé aujourd'hui. Et puis votre dernier livre, Bienvenue en thérapie, c'est aux éditions Larousse. Alors c'est pas du tout le même livre, hein, c'est un livre dans lequel vous racontez différentes thérapies de patients. 17 récits de patients, avec surtout les moments de bascule, hein, j'en parle, je l'amène comme des énigmes à résoudre, et puis pour chacun des récits, je parle d'un film qui en miroir, ou qui raconte la même histoire mais de façon différente et analysée aussi. J'aurais envie de dire que c'est 17 nouvelles humaines, 17 nouvelles humaines qui sont tout à fait intéressantes. En tout cas, merci beaucoup Hélène Vecchiali d'être venue avec nous. Brigitte. Je vous souhaite de très bonnes fêtes, et puis on se revoit bien sûr l'année prochaine. Demain, on sera avec Christophe Médici. On va évidemment, pour le 24 décembre, on va parler des cadeaux. Pourquoi on aime les cadeaux, pourquoi on les aime pas, parce qu'il y a des personnes qui n'aiment pas recevoir des cadeaux. Et puis, j'aime bien toujours poser la question, est-ce que vous préférez offrir ou recevoir, hein, ça parle de nous, ça, encore une fois. Hein. Et puis tout de suite, bien sûr, vous retrouvez Marie pour C'est votre avenir. Sud Radio, votre avis fait la différence.